Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler d'un kit de chez Labist qui est articulé autour d'un Raspberry Pi 4B, le tout nouveau Raspberry Pi 4. Mais cette vidéo va être articulée de manière un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, puisque je vais vous diffuser tout de suite la conclusion de mon test. Et je voudrais bien que vous compreniez que ce test, alors certes vous allez découvrir dans ce test le Raspberry Pi 4B, mais dans cette vidéo aussi, j'articule cette vidéo sur le test en tant que remplacement de PC de bureau. Pourquoi ? Parce que quand ce Raspberry Pi 4B est sorti, la fondation Raspberry, je vous mets ici le descriptif de ce Raspberry Pi 4B, c'est pas moi qui le dis, hein, la fondation Raspberry l'a décrit comme le nouveau Tiny Dual Display Desktop Computer, c'est-à-dire petit. Effectivement, c'est un produit très compact. Dual Display parce qu'il a deux sorties vidéo, et donc on verra ça dans le test, la possibilité de faire deux sorties Ultra HD, ce qui est plutôt pas mal. Mais surtout, Desktop Computer, c'est la première fois qu'il y a une vraie communication qui est faite autour de ce petit nano-ordinateur qui est capable de remplacer un ordinateur de bureau léger, certes, mais un ordinateur de bureau. Et je n'ai pas été convaincu par l'expérience ordinateur de bureau de ce Raspberry Pi 4, et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a pas convaincu et pourquoi. Cependant, je voudrais que vous gardiez à l'esprit en regardant cette vidéo qu'elle est articulée autour de cet usage particulier du Raspberry Pi 4, mais qu'il y a d'autres usages qu'on peut faire du Raspberry Pi 4, le rétro gaming, le fait d'avoir un serveur pour faire de la domotique, des petits bricolages aussi avec le GPIO pour y connecter des petits circuits, des choses comme ça. Donc c'est une utilisation parmi d'autres, mais je pense que c'était important de dire que ce Raspberry Pi 4 n'est peut-être pas l'ordinateur de bureau que pense être la fondation Raspberry. Je vais vous expliquer pourquoi. Et comme cette vidéo sera un petit peu longue puisqu'elle fera quasiment 1 heure pour couvrir tous les aspects de ce Raspberry Pi 4B, je vous rappelle qu'en description vous aurez le chapitrage complet de tout mon test, ce qui vous permet d'aller directement à la partie qui vous intéresse le plus, voire de zapper les parties qui ne vous intéressent pas. Et puis évidemment, je vous comparerai ce Raspberry Pi 4B avec son prédécesseur, le Pi 3B+, que vous compreniez bien les apports de ce nouveau modèle, parce qu'il y en a pas mal, mais aussi les régressions ou les problématiques qu'apporte ce nouveau modèle. Voilà, je vous laisse tout de suite avec mes conclusions, et puis ensuite vous verrez le test complet de ce Raspberry Pi 4B. Au final, qu'est-ce que je peux vous dire du Raspberry Pi 4 et de ce kit de chez Labist? Alors déjà, les kits en général, j'ai pas tendance à vous les conseiller, mais pour ce type de produit, donc Raspberry Pi 4, je peux vous le conseiller parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous allez repartir à tout racheter. Le boîtier que vous avez ne sera pas compatible, l'alimentation que vous avez ne sera pas compatible, vous aurez peut-être pas le câble vidéo HDMI compatible, vous serez obligé d'avoir ici les petits dissipateurs, parce que de toute façon, vous ne vous en sortirez pas si vous achetez juste le Raspberry Pi 4. Donc, à mon sens, acheter un kit pour un Raspberry Pi 4, c'est vraiment pas idiot, parce que de toute façon, il y a un tas d'accessoires dont vous aurez besoin et que vous n'avez pas. Autant où sur le Raspberry Pi 3, etc., moi je vous aurais juste dit, racheter l'alimentation, comme par exemple si vous passez du Pi 3B au Pi 3B+, des choses comme ça. Pour un Pi 4, c'est vraiment différent, étant donné que tout a changé. C'est pas idiot d'acheter le kit directement. Le seul point sur lequel le kit fait des concessions, et encore c'est la carte SD, vous avez une carte SD qualitative certes, mais pas le mieux que vous pourriez trouver. C'est ma conclusion, en tout cas je pense que la fondation Raspberry, elle a confondu vitesse et précipitation. Ils ont voulu faire un produit qui va beaucoup plus vite que le précédent, qui propose plein de fonctionnalités plus modernes, etc. Mais ils se sont ratés sur beaucoup de points. Ils se sont ratés sur l'alimentation, ils se sont ratés, comme je vous le dis, sur le stockage externe, ils se sont ratés sur ce processeur qui chauffe beaucoup trop par rapport à la solution de refroidissement par défaut qui est fournie avec le Raspberry, donc de base. Et c'est dommage parce que ce Raspberry, il a quand même beaucoup de points positifs, en particulier ce port gigabit plein débit, ce support de l'USB 3, etc. Ce qui aurait été, à mon sens, super intéressant sur ce Raspberry Pi 4 et qui aurait pu vraiment le distinguer par rapport aux générations précédentes, c'est d'intégrer par exemple de la mémoire eMMC, donc comme peut avoir les petits Odroid ou les petites cartes de chez Asus, qui aurait permis d'avoir une mémoire interne de qualité, quitte à mettre qu'une petite puce, je sais pas, de 8 ou de 16 Go si vraiment ça coûtait trop cher, mais en tout cas d'avoir de quoi mettre un OS sur une puce mémoire haute fiabilité intégrée directement sur la carte, et là on aurait eu vraiment quelque chose de novateur et d'intéressant. Donc au final, je peux pas vous déconseiller ce kit, je ne peux pas vous déconseiller le Raspberry Pi 4, mais soyez bien informés peut-être par mes vidéos et regardez-en d'autres, que ce Raspberry Pi 4 a quand même pas mal de limitations, et donc que vous serez peut-être amené à regretter cet achat-là. Donc renseignez-vous bien avant, demandez-vous précisément de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez faire tourner dessus. Peut-être qu'un Raspberry Pi 3B, Pi 3B+, suffirait largement à votre usage, dans ce cas là partez là-dessus, ça vous simplifiera la vie. Et si vous avez vraiment besoin du gain de performance, vous voyez que
ce gain de performance-là n'est pas présent partout. Donc n'hésitez pas à demander sur les forums, LibreElec, Kodi, Raspbian et compagnie, et vous renseigner si vous voulez en savoir plus. Vous aurez des gens qui l'utilisent peut-être plus intensivement que moi j'ai pu le faire en 2-3 semaines, et qui pourront avoir des retours, mais en tout cas, moi, de l'état en tout cas que je peux observer du Raspberry Pi aujourd'hui, donc fin novembre 2019, c'est pas satisfaisant et il manque pas mal de choses. Maintenant que vous avez compris mes conclusions, eh bien lançons-nous dans le test du Raspberry Pi 4B avec le déballage de ce kit et puis son installation. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Raspberry Pi, pas n'importe lequel, le tout dernier Raspberry Pi de la gamme, le Raspberry Pi 4B, le plus puissant, celui qui est sorti il y a quelques mois. Si vous êtes intéressé par le sujet du Raspberry Pi, je vous rappelle que j'ai une playlist complète de vidéos, tutos, etc. autour des Raspberry Pi, donc déjà qu'est-ce que c'est qu'un Raspberry Pi, et puis comment ça s'utilise dans différents domaines, domotique, jeux, rétro gaming, etc. Aujourd'hui on va se focaliser donc sur la toute dernière version, le Pi 4B, et je vais vous présenter un kit. Ce kit m'a été envoyé par Labist, donc je l'ai pas payé, mais c'est le seul engagement que j'ai envers cette marque, puisque j'ai pas besoin de leur faire de promotion ou autre, comme d'ailleurs dans toutes mes vidéos. Je dirais ce que je pense de ce kit, c'est juste que le kit je l'ai reçu gratuitement. Alors, un kit Raspberry Pi 4, d'habitude je vous conseille pas forcément les kits, mais vous allez voir que je pense que la fondation Raspberry s'est bien ratée avec ce dernier Raspberry, et ça peut être intéressant dans ces cas de figure-là de choisir un kit, parce que le kit... Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc le kit est intéressant puisque vous allez avoir beaucoup de matériel à renouveler si vous aviez déjà un Raspberry Pi par le passé. Alors, je me focalise quelques secondes sur la boîte parce que, mine de rien, ils ont fait un effort esthétique. Alors, je sais pas si on verra bien, mais la boîte est cartonnée, et puis mat, noir mat, mais il y a des petits dessins ici qui sont assez jolis, comme des petits circuits imprimés. Et puis donc on voit la marque, donc Labist, comme je vous l'ai dit, c'est la marque qui fournit le kit. Le kit existe en 2 versions, je crois, 2 Go et 4 Go, sachant que le Raspberry Pi existe en 3 versions. 1 Go, 2 Go, 4 Go de mémoire. Donc c'est le modèle B, donc 4B. Donc ça suppose qu'il va y avoir bientôt un 4B+. Je vous montre le reste de l'emballage, mais vous avez de quoi contacter la marque. Un QR code avec la fabrication. Donc c'est un kit qui vient de Chine. Je sais pas si le Raspberry Pi est un Raspberry Pi anglais ou chinois. Vous avez aussi ici quelques détails sur les spécifications techniques, mais on reviendra dessus juste après dans la vidéo. Voilà en gros de quoi est constitué ce kit. Donc je vais l'ouvrir puisque ça fait 1 mois que ce kit attend que je le teste, pour vous dire à quel point j'ai du retard. Voilà. Et puis je vais vous montrer ce qu'il contient. Donc sur le dessus du kit, vous avez le Raspberry Pi 4, donc c'est un modèle 2 Go, ce qui est largement suffisant je pense pour la plupart des usages, mais sachez que vous en avez un à 4 Go, qui est aussi très bien. Donc on voit que c'est un Raspberry Pi 4 qui vient directement de chez Element 14, donc le Raspberry Pi 4 que vous pourriez acheter de toute façon dans le commerce tout seul. Donc il viendrait dans cette boîte-là. Il y a les spécifications ici au dos, mais pour l'instant je vais juste vider le carton du kit pour vous montrer tout ce que le kit contient, et puis aussi tout ce que vous aurez besoin d'acheter si vous partez de zéro puis que vous achetez un Raspberry Pi. Je vais aussi en profiter pour vous dire ce qui change par rapport au modèle précédent, donc que vous sachiez ce que vous avez aussi besoin d'acheter si vous avez déjà du matériel. Donc le Raspberry Pi, ça, vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez passer au Pi 4, vous aurez besoin d'acheter ça. Donc dans le kit, il y a un espace cartonné ici. Vous avez un boîtier plastique, avec un tournevis. Alors ce boîtier plastique, si vous voulez un boîtier, vous allez avoir besoin d'en acheter un nouveau. Pourquoi? Parce que, vous allez voir après, mais le layout des prises a changé sur le Raspberry Pi 4, et donc vos boîtiers existants, tous les boîtiers que vous auriez pu avoir acheté ou même fait en 3D, seront à changer. Donc ici c'est le boîtier qui est livré avec, c'est un boîtier tout simple en plastique, un peu le même genre que celui que j'ai, qui héberge mon Raspberry Pi 2. Donc vraiment très simple, laqué, etc. Par contre, vous voyez que sur le dessus, il y a une grosse ouverture pour un ventilateur, parce que le Raspberry Pi 4 est un produit qui chauffe beaucoup, et donc c'est important de le refroidir. Donc le boîtier en lui-même est assez joli, je vous montre en l'intérieur. Quand vous avez enlevé le capot supérieur, vous voyez que tout est écrit, puisque si vous êtes débutant, vous ne savez pas forcément quel connecteur du Raspberry Pi va où. Donc je vous montrerai, je vais l'installer dans le boîtier, donc je vous montrerai dans le détail ensuite comment ça fonctionne, mais en gros, déjà c'est pas mal, puisque c'est accessible même pour les débutants. Donc un boîtier, c'est pas obligatoire d'avoir un boîtier, et puis vous pouvez vous débrouiller en vous en fabriquant un, en bois, en ce que vous voulez, mais si vous avez déjà des boîtiers précédents, vous serez obligé d'en racheter un pour le Raspberry Pi 4, puisque donc ce n'est pas le même format. Dans la boîte, on a aussi une micro SD, alors ça par contre vous pouvez faire de la récupération, mais vous voyez que Labist ne se moque pas de vous, puisque c'est une SanDisk Ultra de taille de 32 Go, donc c'est plutôt pas mal, et puis c'est une classe 10
catégorie A1, donc suffisante pour utiliser pour le Raspberry Pi. Moi je vous conseille toujours, quoi qu'il arrive, de ne pas utiliser de carte SD si vous avez un usage intensif de votre Raspberry Pi 24h/24, etc. C'est un produit que vous utilisez au quotidien. Passez sur un stockage SSD, etc. Mais bon, en attendant, vous avez ça qui est fourni avec, et c'est déjà pas mal. C'est mieux qu'acheter une carte SD bas de gamme, au moins c'est relativement réputé. Dans le kit, vous avez tout ce qu'il faut pour refroidir le Raspberry Pi. Donc les petits dissipateurs ici, les petits radiateurs, qui sont avec des pads thermiques autocollants, donc on mettra sur le Raspberry Pi, et puis un ventilateur qui permettra de souffler sur le Raspberry Pi, parce que c'est un produit, je vous l'ai dit, mais qui chauffe beaucoup, donc il faut absolument le refroidir si vous en avez un usage intense. Dans le kit, vous avez aussi cette alimentation avec interrupteur. Alors ça, j'aime pas du tout. Le fait qu'il y ait un interrupteur, hein, pas le fait d'avoir une alimentation. C'est une très mauvaise idée d'avoir un interrupteur sur le câble d'alimentation, parce qu'il ne faut surtout pas éteindre sauvagement votre Raspberry Pi, surtout si en plus vous avez du stockage sur carte micro SD, vous pouvez corrompre le stockage. Sinon, donc l'alimentation, donc c'est pas une alimentation Raspberry officielle, c'est une petite alimentation chinoise. Je sais même pas si la marque est dessus, mais je vous mets ici ce qu'on peut voir de l'alimentation. J'espère que vous pourrez voir l'écriture. Donc normalement, il faut une 5,1 volts 3 ampères, et c'est ce qui est livré ici, et avec un embout USB-C. Donc on reparlera de l'USB-C pour le Raspberry Pi plus tard, parce que ça fait encore partie des ratages de la fondation Raspberry, mais en tout cas l'alimentation a changé par son connecteur et par la demande. Il faut maintenant des alimentations de 3 ampères, obligatoirement, sinon votre Raspberry Pi ne tournera pas de manière très fiable, surtout si en plus dessus vous branchez quelques équipements. Vous avez aussi dans le kit ici un petit adaptateur qui est assez rigolo. C'est un adaptateur qui permet d'avoir ici une prise USB-C, que vous branchez sur un téléphone, un ordinateur, etc. Et de l'autre côté, ici, vous mettez votre carte micro SD, donc la SanDisk qui a été fournie, ce qui vous permet dessus d'y graver, enfin d'y écrire l'image du système d'exploitation que vous voulez mettre sur votre Raspberry Pi. Donc c'est sympa que ce soit livré avec, comme ça vous n'avez pas de galère à le faire démarrer. On a quasiment fini avec le kit. Vous avez également dans le lot ici un câble. C'est un câble micro HDMI vers HDMI. Donc vous avez ici micro HDMI vers HDMI. Pourquoi? Parce que vous verrez après, mais le Raspberry Pi maintenant a des sorties micro HDMI et puis des sorties HDMI. Voilà, dans le carton, tout ce qui reste, c'est le guide de démarrage. Guide de démarrage qui est français, donc ça c'est très bien. Il y a beaucoup de vendeurs qui ne fournissent pas des petits fascicules en français, et là c'est le cas. Donc je vous montre rapidement. Mais vous avez, bon c'est pas des informations non plus très compliquées à obtenir, mais vous avez les spécifications, le matériel qui est fourni, pour vous expliquer à quoi il sert, et puis surtout comment faire pour démarrer avec votre Raspberry Pi, changer la langue, installer Raspbian, etc. Voilà en gros pour le kit, on a fait le tour, je vais mettre ça de côté, et puis on va maintenant assembler le Raspberry Pi, puis je vais pouvoir vous en parler plus en détail. Donc le Raspberry Pi, je l'ouvre, donc comme je vous l'ai dit, ce sera la même expérience si vous achetez directement cette carte-là, que ce soit chez Lemon 14 directement, ou quel que soit l'endroit où vous l'achetez, vous aurez ce type de carte. Donc le Raspberry Pi est fourni ici avec un petit manuel cartonné, et puis un petit manuel en anglais, pas francisé malheureusement. Alors je vais essayer de vous présenter rapidement les caractéristiques, je vais mettre en arrière-plan aussi la fiche Amazon pour ne rien oublier. Alors voilà le Raspberry Pi 4B, on le voit ici puisque c'est écrit sur le PCB, Raspberry Pi 2018, Raspberry Pi 4 modèle B. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Raspberry Pi pour les gens qui ne savent pas? C'est un nano-ordinateur monocarte. Alors pourquoi? Parce que, donc déjà vous avez sur un format carte de crédit en gros, puisque là vous êtes sur un format plus ou moins carte de crédit, vous avez toute une architecture ordinateur, donc vous n'avez pas le principe de carte mère et de carte fille, tout est embarqué dans une carte unique, qui a le son, la vidéo, et puis la partie processeur, etc. Et c'est une architecture ARM, alors les architectures ARM, c'est ce que vous pouvez retrouver sur des tablettes, téléphones, etc., mais que vous ne retrouverez pas sur des ordinateurs de bureau, architecture x86 et compagnie, donc c'est une architecture qui est spécifique, qui est normalement plus économe en énergie, mais un peu moins performante, et encore de nos jours, ça a tendance à changer, qu'une architecture plus classique, enfin plus classique entre guillemets, x86. Donc ce petit nano-ordinateur, vous avez besoin évidemment de l'alimenter, mais c'est pas comme un ordinateur de bureau, vous n'avez pas besoin d'une grosse alimentation, c'est pour ça que vous avez cette petite alimentation USB-C qui est fournie, et l'alimentation se fait ici, et c'est un des premiers ratages de la fondation Raspberry. Déjà, bon, d'une part, vous allez devoir racheter une nouvelle alimentation si vous voulez utiliser
ce Raspberry Pi 4B, mais bon, ça, ils avaient déjà fait le coup avec le Pi 3B, donc voilà. Mais aussi, elle ne respecte pas, malheureusement, le standard USB-C, c'est-à-dire que la fondation Raspberry a loupé les spécifications, quelques spécifications des connecteurs USB-C, des normes de charge, et donc il faudra une alimentation compatible, donc ça, bah, vous faudra chercher sur internet, soit vous achetez un kit, et donc vous savez que l'alimentation qui vous est fournie avec est compatible, soit vérifiez bien sur internet, ne prenez pas la première alimentation USB-C sur laquelle vous tombez, c'est pas dit qu'elle fasse démarrer votre Raspberry Pi. Concernant l'alimentation, vous voyez, quand la carte est sous tension, il y a un petit voyant rouge ici qui s'allume, donc ici c'est l'alimentation fournie par la BIST, donc qui est une alimentation USB-C. Si je remplace cette alimentation-là par une alimentation comme celle-ci, donc vous retrouverez de toute façon dans le petit i en haut à droite, alimentation que j'ai testée, qui est une alimentation USB-C Power Delivery, donc une alimentation standard. Si j'utilise cette alimentation-là, donc j'ai plusieurs manières de l'utiliser, soit je l'utilise via ce câble USB-C vers USB-C, donc j'utilise vraiment la fonctionnalité Power Delivery. Hop, donc je connecte tout ça et je vous montre. Vous voyez ici, alors l'alimentation est sous tension, hein, vous pouvez me croire sur parole, je viens de la brancher, vous voyez ici qu'il n'y a pas de voyant rouge qui s'allume. Le Raspberry Pi est censé être alimenté par une alimentation Power Delivery de 60 watts en plus, donc au-delà des 3 ampères demandés et compagnie, et pour autant, rien ne s'allume. Donc j'ai connecté le port USB type A sur la sortie type A, et je vais mettre en charge ce Raspberry Pi, puis on va voir ce qui se passe. Voilà, donc là, il s'allume. On va tester une dernière alimentation, qui est cette alimentation-ci, une alimentation 2 ampères 5 je crois, pour un smartphone. Juste pour voir si ça démarre, si ça fonctionne. Voilà, donc c'est toujours le même câble USB-C, mais ce coup-ci c'est avec cette alimentation de chargeur. On voit que le Raspberry Pi s'allume. Et normalement on devrait voir à l'image quelque chose. Alors peut-être qu'il y aura un petit éclair si jamais l'alimentation est insuffisante pour démarrer, mais en tout cas vous voyez que ça marche. Donc ça marche pas avec toutes les alimentations et tous les types d'alimentation, et surtout si vous avez des alimentations modernes USB-C Power Delivery, ça ne marchera pas. Parce que bah, le connecteur USB-C n'a pas été implémenté à la norme qu'il faudrait. Alors c'est pas aussi grave que ce que je le pensais au départ, puisque vous voyez que ça marche quand même avec un certain nombre d'alimentations, donc vous en sortirez quand même pour pouvoir le faire fonctionner, ce Raspberry Pi. C'est juste dommage d'avoir mis un connecteur USB-C, de ne pas implémenter toutes les normes autour de l'USB-C pour pouvoir le rendre compatible avec n'importe quel chargeur USB-C du marché. L'autre chose à noter, je vous compare ici avec mon Raspberry Pi 3B+, alors vous m'excuserez mais j'ai pas le courage de redémonter encore complètement ma Recalbox, ça fait 2-3 fois que je le fais déjà et je commence à en avoir un petit peu marre, mais au moins ça vous permet d'avoir les deux côte à côte et de faire une petite comparaison, et vous voyez que la grosse différence c'est qu'ici vous aviez une sortie HDMI simple, mais plein format, donc la sortie HDMI standard, alors que sur le nouveau Pi 4B, vous voyez que vous avez deux sorties micro HDMI. Alors là pour moi c'est le deuxième ratage de la fondation Raspberry, c'est-à-dire qu'à la base ça peut être une bonne idée de faire ça, puisque le principe de cette carte Pi 4B, c'est de commencer à concurrencer les ordinateurs de bureau bas de gamme. Donc de dire que dans ce petit format-là, vous pouvez commencer à faire un ordinateur de bureau suffisant pour faire de la bureautique, aller sur internet, donc surfer, etc. Évidemment, pas faire du montage vidéo, des choses comme ça, ou du gaming, c'est pas fait pour, mais remplacer vraiment une petite machine de bureau. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent par exemple 2 écrans, et donc ça a du sens de mettre deux sorties vidéo. Sauf que vous avez ici un port USB-C. Que fait le port USB-C entre autres? Il permet aussi de faire de la sortie vidéo. Et donc, moi j'aurais, quitte à faire quelque chose de moderne en mettant des ports USB-C et compagnie, j'aurais préféré avoir 2 connecteurs USB-C. Ce qui permettait, alors évidemment, moi cet écran-ci a une entrée USB-C, sinon il faudrait utiliser des adaptateurs, donc c'est peut-être plus coûteux pour certaines personnes, mais de toute façon, quand on parle du micro HDMI, vous devez acheter ce type de câble ou des adaptateurs, qui sont en micro HDMI vers HDMI femelle, si vous achetez un adaptateur. Sinon des câbles comme ça tout fait, moi je vous conseille d'ailleurs plutôt les adaptateurs, ce sera plus rentable si vous avez déjà des câbles HDMI, et ça de toute façon ça coûte, donc quitte à faire des choses qui coûtent, autant partir sur des normes modernes, et pour moi mettre 3 ports USB-C, voire même d'avoir un port USB-C unique ici, qui aurait fait la charge et la vidéo, ce qui m'aurait permis par exemple de le brancher directement sur l'écran, juste comme ça avec un seul câble, je le branchais sur l'écran, j'avais clavier, souris et compagnie branchés, c'était nickel. Mais non, ils ont préféré faire 2 ports micro HDMI, et pour moi c'est une erreur, c'est bien dommage. Alors, l'autre chose qui a changé, mais on le verra pas ici, c'est le connecteur ici, enfin la sortie audio, c'est la même sortie mini jack 3 mm 5 sur les deux, et alors ça reste de l'audio analogique, quoi qu'il arrive, et puis de l'audio plutôt bas de gamme dans le secteur analogique audio. Et puis je vous rappelle que vous avez des ports USB, donc si vous voulez, vous pouvez, comme je l'ai fait ici, alors on le voit plus, mais là, voilà, j'ai mon ampli SMSL AD18 par exemple, qui est un ampli numérique USB, que vous pouvez brancher dedans, et donc vous aurez un son nickel, même sur un petit produit de ce type-là, vous aurez un son qualité hi-fi.
Bon, ensuite, qu'y a-t-il de neuf? Et bien là, il va falloir tourner le produit, et vous allez voir que c'est le drame. J'espère que vous verrez bien ici, mais ils ont tout inversé. C'est-à-dire que vous avez maintenant la carte réseau à droite et les ports USB à gauche. Et ça, c'est la cata, parce que ça veut dire ni plus ni moins, déjà que vous aviez ici un changement au niveau des ports USB-C et puis des sorties vidéo, mais en plus, ici, eh bien, vous avez tous les boîtiers, donc du coup, qui deviennent incompatibles, puisqu'il n'y a plus aucun connecteur qui est à sa place, qui est au même endroit, ou qui est du même type. Donc, bah, si vous aviez comme moi des petites collections de boîtiers pour le rétro gaming, des choses comme ça, eh bien, n'espérez pas y mettre un jour un Raspberry Pi 4, c'est fini, il faudra tout racheter. Et puis, il faut que les constructeurs se remettent à plancher sur des nouveaux boîtiers. Alors, je sais pas si ce changement-là était nécessaire, il y a peut-être des raisons, hein, je sais pas, pour des blindages électromagnétiques, des choses comme ça, ou pour le faire passer les circuits pour que ce soit optimisé et compagnie, probablement, mais c'est un petit peu dommage d'avoir tout changé. Toujours est-il que vous avez un port gigabit, mais un vrai port gigabit, pas le pseudo gigabit qu'il y avait ici sur le Raspberry Pi 3B, qui était bridé en termes de débit. Là vous avez un gigabit plein débit. Vous avez deux ports USB 3, ce qui est génial. Si vous avez du stockage, vous aurez des vrais débits USB 3. Ça c'est bien, et puis vous avez aussi deux ports USB standard, de l'USB 2, qui suffiront largement si vous avez du stockage dont vous n'avez pas besoin de grosses vitesses, de gros débits, mais aussi pour y mettre clavier, souris, des choses comme ça, webcam, des choses qui n'ont pas besoin de toute façon de l'USB 3. Et puis derrière vous pouvez de toute façon brancher des hubs USB, donc vous pouvez de toute façon élargir le nombre de produits que vous pouvez mettre dessus. Alors je tiens quand même à préciser à nouveau, hein, on a de l'USB-C ici, on n'a pas de l'USB-C ici. Ça aurait été dommage, c'est vrai, de faire un truc plus compact et plus moderne. Moi, j'aurais bien vu, je sais pas, vous mettiez 4 ports USB-C, ou même 3 ports USB-C, et vous aviez quelque chose de plus compact et plus pratique que ce gros machin, là, avec plein de ports USB, plein format, etc. Alors, ça va être pratique quand même d'avoir des ports USB plein format, donc des types A comme ça, mais ça aurait été aussi pratique d'avoir plus de type C, ça aurait fait un produit plus ancré dans son temps, plus 2019 on va dire. Voilà, pour le reste vous voyez que ça n'a pas tant changé que ça. Alors il y a quand même des pièces qui ont changé, en particulier ici le processeur a subi un gros upgrade parce que maintenant on a vraiment quelque chose de très puissant avec le Pi 4B, et puis ici je crois que c'est la partie graphique, donc vous voyez aussi que ça a été bien boosté puisque vous avez un nouveau circuit. Pour le reste, vous pouvez faire le jeu des comparaisons si ça vous amuse. Je vous laisse le faire, on va pas aller dans le détail de tous les petits circuits, mais vous voyez quand même qu'il y a eu un travail important de la part de la Fondation Raspberry pour faire un produit toujours dans le même format, mais qui embarque encore plus de choses. Et puis vous avez toujours l'éternel GPIO, alors qui lui heureusement n'a pas changé de place, le GPIO qui permet, si vous développez des choses, si vous voulez l'alimenter directement, si vous voulez, voilà, vous pouvez faire un tas de choses, je vais pas rentrer dans le détail, ici par exemple on peut piloter le démarrage et l'arrêt logiciel du Raspberry Pi par ce GPIO, donc c'est le cas dans ce boîtier-ci. Donc on peut faire des choses très sympas, on peut piloter de la domotique, des capteurs, des choses comme ça, en branchant ça directement dessus ou indirectement. C'est assez pratique si vous voulez faire des petits bricolages autour d'un Raspberry Pi. Voilà, on a fait le tour de cette carte. Au niveau maintenant de la partie matérielle, pour être plus technique, ce processeur-ci, c'est un BCM 2711, c'est un quad-core à 1,5 GHz, ce qui est vraiment étonnant sur une petite carte comme ça, c'est un processeur qui est très puissant. Donc c'est un ARM Cortex A72, je vous l'ai dit, architecture ARM, et surtout il est 64 bits. Il faut savoir aussi que comme il a une petite carte graphique, etc., il est maintenant capable de décoder les flux vidéo HEVC, donc les H265, etc., donc ce que vous pouvez trouver dans les flux de Blu-ray, carrément, Blu-ray Ultra HD. Donc c'est très très bien pour regarder, par exemple, pour faire une petite platine multimédia, Kodi et compagnie. C'est vraiment idéal, puisque là vous aurez du décodage matériel, et en plus vous avez une double sortie, sachant que si vous utilisez une seule des sorties, vous aurez de la 4K 60 images secondes. Si vous utilisez les deux sorties, vous aurez deux sorties en 4K, mais 30 images secondes. Ce qui est vraiment étonnant, hein, je le dis. Là-dessus, ils sont pas ratés, c'est vraiment un produit très intéressant. Pour tout ce qui est platine multimédia, là-dessus vous serez comblé, je pense. Ensuite, quelque chose qui ne se voit pas, mais c'est la partie Wi-Fi, parce que vous avez effectivement, comme je vous l'ai dit, du réseau gigabit, mais vous avez aussi du Wi-Fi. Le Wi-Fi, lui aussi, un gros boost, c'est du Wi-Fi maintenant AC, donc du Wi-Fi 5, si je me trompe pas. Donc pas du Wi-Fi AX, pas du Wi-Fi 6 de toute dernière génération, mais le Wi-Fi AC c'est déjà pas mal, c'est du double bande, 2 Go 4, 5 Go, et puis il est évidemment rétrocompatible avec les anciens protocoles Wi-Fi, donc les G, les N, si nécessaire, mais en tout cas vous avez un Wi-Fi remis à jour et plus rapide, et en même temps, comme ils ont dû changer la puce réseau probablement, il y a un upgrade sur la partie Bluetooth, puisque vous avez du Bluetooth 5. Alors je sais pas si il tire parti de tous les avantages du Bluetooth 5, mais en tout cas il est Bluetooth 5. Donc j'ai fait le ménage sur mon bureau, on va partir sur l'installation maintenant. Si vous achetez ce Raspberry Pi 4B nu,
Je vous conseille, quoi qu'il arrive, d'acheter un kit de dissipateur, alors peut-être pas forcément le ventilateur, quoique, mais c'est quand même un produit qui surchauffe, mais vraiment qui surchauffe, c'est-à-dire qui fait du throttling, donc qui monte trop haut en température, et qui se bride. Ils ont mis quelque chose de tellement puissant dedans, que ça dépasse les capacités de refroidissement de cette petite carte. Donc je vous conseille, quoi qu'il arrive, d'acheter ces kits de petits radiateurs en métal, en cuivre. C'est pas si cher que ça, et je pense que ça vous permettra de fiabiliser un petit peu votre Raspberry Pi. Mais ça montre qu'on arrive à des limites, et je vous conseille pas, du coup, d'avoir ce type de produit-là pour du H24, pour des solutions vraiment dont vous avez besoin, qui ont besoin d'être fiables, parce que c'est pas un bon signe, en fait, qu'un produit chauffe autant. Vaut mieux partir pour de la domotique, par exemple, si vous avez besoin pour de la domotique, partir sur des Raspberry Pi d'ancienne génération qui consomment moins, qui chauffent moins, sauf si vous avez vraiment besoin de ce surplus de puissance. Évitez d'acheter des produits qui consomment et qui chauffent autant. C'est pas forcément une bonne idée, c'est pas forcément un gain pour vous. Bon, toujours est-il que j'ai ici des petits kits de dissipateurs, donc on va en profiter. Donc évidemment, c'est très facile à installer, c'est un double face thermique, ici, donc il suffit d'enlever la couche de protection, et puis au-dessus vous avez le petit radiateur cuivre. Et donc ici il est carré, donc je vais vous indiquer directement où ça va, mais j'aurais aimé avoir dans le manuel des indications. Donc ce petit produit-là, enfin ce petit dissipateur-là, va sur le processeur ici, donc je vais le coller dessus. Donc vous vous appliquez pour le poser le mieux possible sur le processeur, vous appuyez délicatement, voilà, et là on a un dissipateur qui est fixé sur le processeur. Il va falloir encore en fixer deux, un ici sur ce que je crois être la partie graphique, mais j'ai pas vérifié, donc j'ai dit peut-être des bêtises, et puis ici sur le petit chip qui est là, le petit chip carré. Et donc pour ça vous en avez un qui est rectangulaire, donc on peut pas se tromper, et puis l'autre qui est carré là, donc on peut pas se tromper non plus. Donc toujours le même principe, on enlève le petit autocollant du double face, et puis on va s'appliquer à bien le mettre. Voilà, et puis on appuie toujours délicatement, pas endommager le produit. Voilà, d'ailleurs c'est amusant, c'est pas le même fabricant qui a l'air de faire les petits dissipateurs, vous voyez que c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes... Donc là on doit avoir vraiment du cuivre, ici je pense qu'on est plus sur de l'alu, ou quelque chose comme ça, ou un acier, enfin quelque chose de plus bas de gamme. Mais ça chauffe moins, donc à la limite c'est pas très gênant. Et puis enfin le petit dernier ici, hop. Voilà, le petit dernier va ici, donc pareil, on le colle, on essaye de le mettre à peu près droit, à peu près dans l'alignement, et on appuie délicatement. Voilà, et on a donc les trois radiateurs en place. Donc esthétiquement c'est pas top, mais au moins bah, ça va aider au refroidissement. Ce qu'il n'y avait pas besoin forcément de faire, alors vous pouviez le faire aussi sur des Raspberry d'ancienne génération, les Pi 3B et les Pi 3B+, mais bah, ici ça devient vraiment, je pense, obligatoire. Hein. Faites-le parce que sinon vous risquez vraiment, peut-être pas de casser votre Raspberry Pi parce qu'il va faire du throttling, donc il va lui-même se ralentir, mais par contre vous allez avoir des grosses chutes de performance et c'est un petit peu dommage. Suivant les usages en tout cas que vous en faites, c'est un petit peu dommage. Bon, la première étape ici est faite, la deuxième étape ça va être de le mettre dans le boîtier, et puis on aura quasiment fini, hein. La dernière étape, ça sera ensuite de lui mettre un petit OS. Hop. Donc le boîtier se démonte en trois parties, vous aviez le capot du dessus, ça je vous ai déjà montré, vous avez le dessous, donc c'est vraiment le même que j'ai, c'est juste qu'il maintenant il est compatible, enfin que j'ai déjà au sous-sol, qui héberge mon JDOM et compagnie, c'est juste qu'ici c'est une version compatible Raspberry Pi 4B. Donc il y a un petit kit de visserie qui est fourni avec les vis et les écrous, que je vais ouvrir, et puis je vais vous montrer comment ça s'installe. Vous avez 5 fois dans le sachet cet ensemble vis plus écrou, vis cruciforme et écrou, et puis je vous rappelle que vous avez un tournevis qui a été fabriqué et livré juste pour visser ces petites vis. Je dis ça parce que c'est un petit peu dommage, hein, ça fait un petit peu du gâchis écologiquement, mais bon, au moins c'est un kit, et donc comme tout kit, il est complet. Maintenant, il faut juste que je détermine comment ça s'assemble. Alors, ici, c'est la plaque du fond. Sur la plaque du fond, vous ne vissez rien. La plaque du fond, ce qui est intéressant, et ce que j'ai fait moi, ici, c'est que vous pouvez la fixer sur un mur, par exemple. Donc, vous avez 4 petits patins, ici, en caoutchouc, qui sont sympas si vous le posez directement sur un bureau comme ici. Mais vous avez aussi 2 trous. On voit ici la possibilité de mettre des vis. Et donc, vous pouvez le fixer directement après un mur. Et donc, vous venez clipser ensuite votre Raspberry Pi. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits supports ici. Donc, je l'ai écarté du mur. Donc, j'ai fait 2 petits supports comme ça. Donc, j'ai des vis un petit peu plus longues. Ce qui fait qu'il y a de l'air quand même qui passe autour pour le refroidir. Donc, si vous faites ça, n'oubliez pas de le faire. Je vous mettrai une petite vidéo de comment ça rend avec c'est un Pi 2B. Mais voilà, c'est le même principe. Et puis c'est pratique parce que vous pouvez le fixer au mur, et donc si vous faites de la domotique, des choses comme ça, c'est quand même pratique d'avoir ça à demeure quelque part fixé. Ça sert aussi à fixer derrière une télévision, derrière un meuble,
derrière un écran d'un écran de PC par exemple. Si vous voulez le visser, ça peut être pratique, ça fiabilise l'attache au produit sur lequel vous voulez le mettre. Pour le montage, c'est assez facile, vous venez, avec les encoches en plastique qui sont là dernière, vous venez enclipser votre Raspberry Pi à sa place. Vous voyez que de toute façon tout vient à se mettre, même le petit connecteur ici, audio, prend sa place, donc vous avez tout qui est en place. Donc évidemment, si vous avez besoin de le mettre au mur, vous le fixez au mur ou à l'arrière d'un produit, etc. avant si vous voulez passer avec les vis. Pas besoin de visserie particulière puisque ici il va être clipsé. Donc vous venez remettre ici le dessus du boîtier. Il faut juste réussir à tout bien aligner. Et puis quand vous êtes bon, vous appuyez. Donc là, en particulier, moi je suis pas bon là. Là je suis bon, donc j'ai plus qu'à finir de clipser. Et c'est fait. Donc aucune vis nécessaire. Et vous voyez que du coup les découpes... Alors j'aurais dû me méfier avant parce que heureusement, j'ai bien mis des radiateurs. Faites bien attention parce que si vous décalez un tout petit peu les radiateurs, vous allez gêner l'installation du boîtier. Donc on voit que tout est écrit, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez bien ici GPIO qui est indiqué, ici vous avez le petit circuit si vous avez un écran externe, je rappelle ici que j'ai par exemple un Raspberry Pi 3B+, ou Pi 3B je ne sais plus, qui est branché sur un Rasp Touch, donc avec écran tactile et compagnie, donc c'est là-dessus que vous branchez les écrans tactiles externes, les 8 pouces et compagnie des Raspberry Pi. Vous avez la partie caméra qui est là, c'est le connecteur qui est là, donc vous pouvez aussi avoir la caméra externe du Raspberry Pi qui est la même, hein, qui est celle d'origine, et puis des caméras tierces si nécessaire. Voilà en gros, et puis là ça vous dit juste vous avez de l'USB, du réseau. Voilà, et puis une fois que vous avez fini, alors soit vous remettez directement le capot, soit dernière étape, vous allez fixer le ventilateur. Bah du coup ça y est, je comprends à quoi servent les vis. Pour le ventilateur du coup, vous avez bien écrou et vis pour le fixer, vous en avez même un en plus. Je pense que son sens de ventilation c'est ça, mais alors là j'ai aucune certitude. En général, c'est écrit sur les ventilateurs, mais là sur ce modèle là il est tout petit. D'ailleurs je pense que ça va faire des dégâts en termes de décibels, mais il n'y a rien du tout. Normalement vous avez toujours un sens de rotation et un sens de ventilation qui sont indiqués, là il n'y a rien. Bon ça reste du brushless, mais c'est un 5 volts, il est tout petit, donc je pense qu'il va faire énormément de bruit. Donc réfléchissez bien si vous voulez le mettre ou pas. Et je pense qu'il faut l'installer dans ce sens-ci, donc les écritures vers l'intérieur. Je pense en tout cas, parce que en général c'est dans ce sens que soufflent les ventilateurs. Donc pour le fixer c'est très facile. La vis, vous la faites passer à travers le capot en plastique, et puis à travers le ventilateur, et l'écrou de l'autre côté. Donc voilà, vous commencez ici par mettre déjà les deux vis en diagonale, c'est le plus facile avec les petits écrous derrière. Comme ça vous permet d'avoir le ventilateur à peu près en place, et puis vous finissez ensuite avec les deux autres. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vous en fournissent un kit complet en plus, enfin un ensemble écrou et vis en plus. Ce qui fait que si jamais vous avez comme moi des mains un petit peu grosses pour manipuler les tout petits écrous, et que vous en perdez un, eh bien vous serez pas obligé de râler pendant des heures à essayer de trouver celui que vous avez perdu. Voilà, donc par contre les vis très bien, elles sont noires, donc c'est élégant, ça choque pas. Voilà, quand c'est fini, il suffit de donner le petit coup de tournevis, donc avec le tournevis livré. Donc il n'y a pas besoin de serrer fort, vous tenez juste l'écrou, et puis vous donnez un petit coup de tournevis pour être sûr que le ventilateur soit fixé en place. Voilà, donc là c'est bon, c'est fixé. Vous voyez un truc tout bête, je me dis ça, il suffit de le brancher sur le GPIO, et je suis en train de me demander quels sont les ports du GPIO. Je pense que c'est les deux derniers, mais quels sont les ports du GPIO ici qui délivrent du 5 volts? Est-ce que ça vient ici sur les petits 4 pins? Est-ce que ça vient là? Je ne sais pas, et malheureusement, ça c'est dommage, j'ai pas l'info. En fait, dans le manuel, il n'y a pas l'info. Donc c'est comme les dissipateurs, je trouve ça dommage, c'est bien, ils ont fait un petit kit en français, mais il n'y a pas les deux informations nécessaires pour l'assemblage. Tout le reste c'est quasiment évident. Encore que, j'espère que cette vidéo vous aidera. Mais je ne sais pas comment brancher le GPIO, donc je me renseigne et puis je le fais. Voilà, donc j'ai trouvé le schéma de câblage, mais du coup, ça m'a soulevé une petite lacune de ce kit-là. C'est un ventilateur, comme je vous le dis, qui est 5 volts, donc il va faire énormément de bruit. Et ce qui est dommage, c'est que ce connecteur ici, c'est un connecteur standard de ventilateur, on va dire, enfin de petit ventilateur. Il n'y a pas deux broches, il y a une seule broche que vous devez fixer, vous devez connecter. Et le souci que je vois directement là-dessus, c'est que malheureusement, vous pourrez pas le brancher en 3,3 volts, ou il faudra éclater ces deux câbles-là, trouver des petits connecteurs pour pouvoir venir piquer du 3,3 volts sur le GPIO de votre Raspberry Pi. Sinon, vous êtes condamné à le faire tourner en 5 volts et donc à avoir du bruit. C'est un petit peu dommage, ça coûtait pas plus cher de le faire, c'est dommage. Toujours est-il que voilà comment il faut le fixer, donc je vous le fais ici et je vous montrerai après le résultat. Voilà, donc vous voyez, je suis branché ici donc vous laissez le premier pin en haut à gauche, si vous prenez le GPIO dans ce sens-là, vous le laissez libre, et c'est sur les deux suivants. Donc vous avez normalement le plus 5 volts là, et le ground, en fait, qui est à sa droite. Et en dessous, vous avez bien les connecteurs qui sont libres. Donc ça se branche comme ça.
pour du 5 volts, normalement, c'est tout ce qu'il y a à faire, et du coup après ça vous pouvez fermer le capot, alors je sais pas s'il y a un sens pour le capot, j'espère que je l'ai mis dans le bon sens, et donc vous le refermez, et vous avez votre Raspberry Pi qui est maintenant assemblé, donc c'est ça en gros un mini PC, vous voyez pourquoi je vous dis que c'est un nano ordinateur, là il est dans un boîtier, et vous avez tout ce qu'il faut, quasiment, à part l'alimentation, tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner. C'est plutôt pas mal. Alors, il va pas fonctionner tel quel, hein. Je vous rappelle qu'il y a toujours cette histoire d'OS à installer, donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Je vais en profiter pour utiliser aussi l'adaptateur fourni, parce que il se trouve que moi j'ai un port USB-C, donc c'est l'occasion de tester si l'adaptateur fonctionne, mais dans votre cas de figure, si vous n'avez pas d'adaptateur USB-C, malheureusement, je trouve que c'est un petit peu dommage, enfin c'est bien d'avoir fourni ça, mais c'est un petit peu trop moderne peut-être pour certaines personnes. Bon. Toujours est-il que c'est fourni, vous avez juste à mettre la carte microSD dans le petit logement qui est là, et puis de brancher ça sur l'ordinateur, on va voir tout de suite si ça fonctionne. Donc vous ne formatez rien, on va aller voir déjà s'il y a quelque chose sur le disque. Bah écoutez, il y a déjà quelque chose sur la carte SD, donc je vais même pas installer Raspbian pour démarrer. C'est très bien, c'est prêt à l'emploi, j'ai mis la carte directement dans le lecteur. Par contre, pour les gens qui sont intéressés, j'explique quand même qu'est-ce qu'il faut faire. Vous téléchargez la dernière version de Raspbian par exemple, il y a d'autres distributions qui sont compatibles avec les Raspberry Pi, OpenELEC, Ubuntu, etc. Vous avez même du Windows 10, mais du Windows 10 IoT, donc sans interface graphique. Ça dépend donc de ce que vous voulez faire avec ce Raspberry Pi, vous choisissez la distribution qui correspond à vos besoins. Moi je vous conseille Raspbian, c'est la plus standard, c'est la plus supportée, celle qui a la plus grande communauté, et puis celle qui est toujours en général à jour avec les versions de Raspberry Pi, donc je vous conseille Raspbian. Vous la téléchargez, donc vous avez 3 versions différentes. Vous avez la Lite qui est ici en bas. La Lite c'est la version qui n'a pas d'interface graphique, donc si vous voulez en faire un petit serveur pour la domotique, etc. Vous prendrez la Lite. Vous avez la Desktop qui est la version avec une petite interface graphique, donc pour la piloter comme un ordinateur. Et puis vous avez la version Desktop avec les logiciels recommandés qui est l'étape d'après, donc qui vous permet d'avoir des logiciels bureautiques, des navigateurs, etc. Préinstallés, sachant donc qu'on passe de 435 mégas sur la version serveur à 1 giga et des poussières sur la version bureau, donc desktop, et puis 2 Go 5 sur la version bureau complète. Donc c'est pour ça que c'est un peu long à télécharger. Et ensuite, quand vous avez ça, il suffit d'utiliser un logiciel comme Etcher. Donc Etcher, vous mettez votre carte SD dans le PC, donc comme je vous l'ai montré ici avec l'adaptateur ou un autre si vous n'avez pas de port USB-C. Vous sélectionnez l'image que vous venez de télécharger, vous faites flasher, il va faire une première passe où il écrit l'image sur la carte SD, une deuxième passe où il vérifie que l'image est bonne. À la fin, si jamais votre ordinateur vous demande de formater la carte SD, vous n'acceptez pas, parce qu'en fait les partitions qui vont être sur la carte SD, il y a une partition FAT32 qui permet de configurer le boot, etc., et une autre partition qui est dans un système de fichiers illisible par Windows 10, donc vous ne formatez pas cette carte SD, et ensuite normalement vous êtes bon, le produit est prêt à l'emploi avec l'image que vous aurez, enfin la distribution que vous aurez choisie. Donc ici je vais donner sa chance à ce qui a été fourni d'office, donc on va voir comment ça marche. Donc je suis prêt pour la suite du programme, j'ai ramené ici donc le câble micro HDMI qui est branché sur mon écran, donc qui est juste là derrière, que je vais brancher directement là, donc sur le port de gauche. Je pense pas que ça ait une grosse différence, mais bon. Je le branche ici. J'ai aussi l'alimentation qui est là, et puis il va me falloir clavier souris. Alors pour clavier souris, hop, je vais faire facile, j'ai piqué le clavier et la souris de mon PC à l'instant, et puis je vais brancher ça là. Donc c'est un dongle Unifying de chez Logitech. Hop, faut que je mette dans le bon sens, comme ça. Voilà. Donc là j'ai clavier et souris qui vont être branchés sur le Raspberry Pi. C'est à peu près tout, j'ai plus qu'à mettre sous tension et puis vérifier si ça fonctionne. Alors déjà ça fait un bruit pas possible. J'ai la souris qui fonctionne. Alors le Raspberry Pi fait quand même, c'est ce que je vous ai dit, en 5 volts, je sais pas si ça s'entend avec ce micro, etc. Mais ça fait quand même un bruit de fond important. Donc vous avez Raspbian Full qui est disponible, ici. Où vous avez LibreELEC. Donc ce sont 2 distributions possibles pour le Raspberry Pi, tout est déjà fourni. Et puis en bas ici, je pourrais pas faire de capture, donc je vais essayer de zoomer. Voilà, en bas ici, là sur l'écran, vous avez la possibilité de changer de clavier. Donc là ici, je vais le mettre en français. Voilà, donc en plus ça change la langue. Voilà, donc c'est vraiment idéal. Vous voyez, j'allais vous présenter comment on installe Raspbian et compagnie, mais là vous avez tout qui est intégré. Et vous avez en plus la possibilité de l'ajouter directement sur un réseau Wi-Fi, donc ce que je vais faire ici. Voilà, et mon point d'accès est directement disponible, donc de la même manière, j'ai juste à rentrer ma clé Wi-Fi. Quand vous êtes bon, vous avez juste à faire installer, et puis là, l'OS va être écrit sur la carte SD. Alors ça va prendre un certain temps, parce que quand même, on voit qu'ici, il y a 5 gigas d'OS à installer. Voilà, l'installation est finie, ça m'a pris 1 à 2 vidéos YouTube, ce qui, en référence, ça doit être environ 5 à 10 minutes. C'est un petit peu long.
Je rebranche ma souris et puis on va faire OK. Du coup, le Raspberry Pi va redémarrer. Par contre, c'est vraiment bruyant. Hein. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Soit vous le mettez en 3,3 volts, soit vous coupez le ventilateur, mais c'est vraiment trop bruyant. Une dernière chose qu'il faut comprendre avec Noobs, c'est quand vous démarrez votre Raspberry Pi, une fois qu'il a été installé, vous avez toujours la possibilité de retourner dans le menu d'origine pour formater, etc. Vous maintenez enfoncé la touche Shift. Vous voyez qu'on retourne dans ce menu-là, où j'en ai profité aussi pour installer LibreElec. LibreElec qui est la distribution qui contient entre autres Kodi, donc c'est la distribution pour avoir une platine multimédia. Donc vous avez Raspbian, vous avez LibreElec, mais vous pouvez aussi installer d'autres petites choses comme Raspbian Lite, etc. Donc il permet quand même de facilement appréhender un Raspberry, d'ailleurs quelle que soit la version du Raspberry, puisque Noobs est disponible pour plusieurs versions du Raspberry Pi. Je l'ai pas mis à jour, mais normalement il y a une version plus récente que la 3.1, mais bon c'est pas très gênant pour cette démonstration. Je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne. Je vais commencer avec Raspbian Full, pour vous montrer comment ça fonctionne dans un environnement bureau, etc. Et puis ensuite on fera LibreElec, LibreElec qui contient Kodi, donc qui vous permettra de comprendre comment on peut faire de ce petit Raspberry Pi 4 une platine multimédia qui permet de lire du contenu. Donc au démarrage, en plus du menu Recovery que vous allez voir ici, vous avez ensuite la possibilité de choisir, si vous avez installé à la fois Raspbian et LibreElec, vous avez un menu qui reste affiché pendant 10 secondes qui vous demande de choisir lequel des deux vous voulez. Enfin, lesquels vous voulez, si vous avez même plus que Raspbian Full et LibreElec. Donc on va commencer par Raspbian Full, et puis ensuite je vous montrerai LibreElec. Donc je suis sur Raspberry Desktop. Alors malheureusement j'ai pas d'outil pour faire des captures d'écran, donc il faudra se contenter de ça. Mais bon, c'est juste pour vous montrer que ça marche. Donc j'ai une souris, j'ai un clavier, alors il est en anglais. C'est un petit peu dommage. Je vais vous montrer comme ça sera mieux. Du coup l'image va bouger un petit peu, mais au moins je pourrais vous montrer ce qu'il y a à l'écran. Donc il vous propose, je suis en Ultra HD, c'est pour ça qu'ici vous voyez que l'écran est assez impressionnant, c'est parce qu'il m'a mis directement en Ultra HD, puisque je vous rappelle que j'ai une sortie micro HDMI qui peut envoyer du 60 images par seconde Ultra HD. Donc là je suis vraiment dans le contexte Ultra HD. Du coup je mets en français, je vais pas changer le mot de passe, je pense que j'ai le droit. Le mot de passe est Raspberry, le mot de passe par défaut d'un Raspberry. Mais vous devez, enfin en tout cas c'est très conseillé de le changer. Moi je le fais pas parce que je m'en moque en fait, cette carte SD je vais la formater. Mais si vous voulez utiliser votre Raspberry Pi et que vous voulez éviter que n'importe qui puisse vous le remettre à zéro ou s'y connecter et vous piquer toutes vos données, changez le mot de passe par défaut. Vous pouvez choisir à nouveau ici votre réseau. Alors par contre, je m'attendais vraiment à ce qu'il passe en français. Il l'a pas fait. Voilà, donc ici j'ai mon réseau Wi-Fi que je peux ajouter si nécessaire. Donc il me propose de faire des mises à jour. Je vais pas le faire tout de suite parce que sinon je suis reparti encore pour un certain temps. Et je redémarre une dernière fois puisque j'ai changé la langue. Donc il faut que le Raspberry démarre. C'est vraiment, j'en profite pour dire, c'est vraiment ultra bruyant là. Vraiment, moi je vous conseille de couper ce ventilateur parce que c'est vraiment pénible. C'est très audible. Et par rapport à un PC, ça fait un bruit pas possible. Donc là, vous avez le démarrage par standard d'un Raspberry Pi, donc vous avez l'espèce d'arc-en-ciel qui indique que tout va bien. Si vous voyez apparaître dans un angle un petit éclair, ça veut dire que vous avez une alimentation ici qui est sous-dimensionnée par rapport à ce que vous avez branché sur le Raspberry Pi. Si vous avez rien branché, c'est qu'elle est même tout simplement sous-dimensionnée. Et puis là, vous allez voir, donc vous avez Raspbian, puisque je crois que c'est Raspbian, qui démarre, qui a été préinstallé par Noobs, et puis là, qui a dû basculer en français, puisque c'est ce que je lui ai demandé. Voilà, donc je le précise, on est bien en Ultra HD. J'ai du Wi-Fi puisqu'on voit les logos là-haut. On voit le logo Bluetooth et le logo Wi-Fi avec le logo du son. On va aller sur Internet. Donc on a Chromium qui est installé, donc le navigateur open source de Google. Donc je l'ai lancé, c'est pas hyper rapide. Moi je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus rapide. Alors on est quand même sur une carte SD, donc mine de rien, ça demande un certain temps. Enfin c'est pas aussi rapide qu'un SSD ou autre. On va aller sur YouTube. Donc le clavier est bien en français, ça marche nickel, hein. Donc je vous rappelle, hein, j'ai mon clavier et ma souris, donc ma MX Master et mon K800, qui sont connectés avec le dongle Unifying directement. Donc on voit ici que la page se charge, donc c'est pas hyper rapide, moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus fluide. Bon ça va, hein, ça permet de travailler, mais par rapport à un Raspberry Pi 3B+, c'est pas non plus énorme, la différence ressentie en tout cas pour le moment. On va aller sur cette chaîne. Ça vous permet d'avoir un ressenti un petit peu de la vitesse de chargement. Ah bah j'ai du son, c'est très bien. Alors là, ce qui est important à noter, c'est que je suis sur YouTube, donc dans la version Chromium, etc. Et je suis en 720p. Si je vais dans les options ici, YouTube ne me permet pas d'aller au-delà de 1080p. J'ai pas de flux
4K, j'ai pas de flux 8K, puisque je sais que ces chaînes-ci, en tout cas la chaîne de MKBHD, est essentiellement en 4K, et là j'ai même pas accès au 4K. Donc je vais mettre du 1080p, mais c'est un peu bizarre. Alors je sais pas s'il y a des choses à faire pour activer le support de la 4K, mais en tout cas de base, comme ça le navigateur ne supporte pas la 4K. Alors c'est peut-être parce qu'aussi je suis en Wi-Fi, je ne sais pas. Pourtant ma connexion Wi-Fi est plutôt bonne, normalement ça devrait suffire. Donc là j'ai mis en plein écran, vous voyez que c'est un peu long. Ouais non c'est pas terrible hein. Donc je vais me renseigner, je vais voir par la suite si on peut faire mieux, mais là pour le moment c'est vraiment pas bon, hein. C'est pas fluide, ça va pas. Donc pour le moment voilà, je suis persuadé que ce petit Raspberry Pi 4B est très performant, mais de ce que je vois avec un navigateur internet, ça marche pas nickel à la sortie de la boîte. Moi je m'attendrais sur un produit de ce type là, en installant directement Raspbian, donc en ayant Raspbian préinstallé, de pouvoir balancer un flux Ultra HD sur ma sortie micro HDMI et puis que ça fonctionne bien. C'est pas le cas tel quel à la sortie de la boîte, c'est dommage. C'est pas de la faute de la Beast, hein, puisque c'est une distribution noobs. Donc c'est voilà, c'est pas vraiment la faute de quelqu'un, c'est juste que de base ça ne fonctionne pas tel que je l'aurais attendu, c'est-à-dire un usage multimédia avec directement ce qui fait quand même la grosse nouveauté de ce Raspberry Pi, c'est le support de l'Ultra HD. Ça ne marche pas à la sortie de la boîte. Ça ne veut pas dire que le produit en lui-même ne marche pas. Vous voyez que il y a quand même des choses qui sont préinstallées de base. En particulier, si nécessaire, vous avez LibreOffice. Donc, si j'ouvre LibreOffice, donc j'ai une version 2 Go ici, je vous rappelle, hein, il y a une version 4 Go qui existe que je vous ne conseille pas. Il y a une version 1 Go que vous pouvez prendre si nécessaire. La version 2 Go est pour moi la plus intéressante si vous voulez faire un peu de multimédia. Donc là, vous voyez le chargement de LibreOffice, donc qui est le logiciel, l'équivalent de Word, entre autres, en open source, qui vous permettra de saisir du texte. Voilà, donc là, ça marche, je peux commencer à taper mon texte, à faire de la mise en forme, etc. Donc c'est plutôt concluant. En soi, ça fonctionne, je veux dire, j'ai un OS qui est en Ultra HD, qui est en français, qui a clavier souris reconnu correctement, donc l'écran est bien reconnu, j'ai du son, j'ai effectivement des applications qui démarrent. Le petit bémol, c'est à la sortie de l'installation de l'OS, j'ai pas de l'Ultra HD, etc. Ça c'est un petit peu dommage. Je vais essayer de voir pourquoi. Pour le reste, ça a l'air de plutôt bien marcher, donc c'est assez convaincant. Je vous précise aussi qu'on n'utilise pas l'interrupteur ici pour éteindre le Raspberry Pi. Quand vous voulez éteindre, alors je crois que c'est ici, voilà, vous avez comme sous Windows, vous avez là, dans le menu de Raspbian graphique, vous avez Shutdown, donc vous faites Shutdown, et vous faites donc ici Shutdown. Voilà, ça c'est un arrêt logiciel, donc le Raspberry Pi va s'éteindre proprement. Je vais vous laisser l'éteindre pour que vous puissiez voir qu'effectivement il s'éteint proprement. Voilà, pas d'entrée vidéo, donc on va basculer sur mon autre bureau. Et donc là, normalement, le Raspberry Pi est proprement éteint. Et là, vous pouvez ensuite éteindre le courant et récupérer un petit peu de calme. Maintenant, c'est plus safe. Le Raspberry Pi a été éteint proprement, donc la carte SD qui est dedans, il n'y a pas de risque qu'elle ait été corrompue. Donc concernant maintenant LibreELEC, je vous fais un petit démarrage, puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quel est le principe général. Donc le principe général de LibreELEC, c'est juste une petite distribution Linux dont le seul objectif c'est de vous afficher Kodi. Kodi d'ailleurs qui est pleinement fonctionnel dès le départ, hein, ici, puisqu'on voit que je peux le manipuler avec clavier souris, mais vous pourriez aussi manipuler avec un joystick si nécessaire ou une télécommande. C'est tout à fait possible. Je vais vous montrer deux configurations. Je ne couvre pas Kodi dans cette vidéo-ci, puisque je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, donc je vous laisse rechercher si vous voulez plus d'informations sur Kodi en lui-même. Je vais aller dans les réglages pour vous montrer donc deux choses. Ça se trouve dans la partie système, alors si j'arrive à trouver, voilà, ici. Vous avez l'affichage ici, et on voit qu'on est en 2160p 30 images secondes, donc 2160 30p, qui est la sortie Ultra HD pour une télé Ultra HD, donc ici c'est un écran Ultra HD, c'est pour ça, pour vous montrer donc il est compatible avec l'Ultra HD. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est cette sortie audio. Alors ici je suis connecté avec le câble fourni sur cet écran, qui est un écran stéréo, donc du coup j'ai une sortie en 2 canaux, mais vous avez aussi la possibilité de sortir en multicanal. Par contre je ne crois pas que Kodi soit compatible avec tous les standards du moment, donc à la fois en audio, pour les codecs Ultra HD, donc les codecs lossless on va dire, voire le Dolby Atmos et compagnie. Par contre vous avez quand même ce mode pass-through qui envoie le son tel quel
sur la sortie HDMI, donc sans l'interpréter, ce qui normalement le rend compatible virtuellement avec tous les formats sonores, puisque vous avez juste à avoir un ampli ou une télévision qui le gère, pour pouvoir avoir le format sonore qui correspond. Toutefois, je ne suis pas certain, alors là vous me confirmerez parce que je ne suis pas un utilisateur poussé de Kodi, mais je ne suis pas certain que Kodi actuellement gère le HDR sur ses sorties HDMI du Raspberry Pi 4, entre autres si vous voulez du Dolby Vision, du HDR10 ou du HDR10+, je ne suis pas certain qu'il le gère. En tout cas moi j'ai pas pu faire des tests plus poussés là-dessus, mais ce sera à confirmer si vraiment vous en avez besoin, renseignez-vous à ce sujet-là. Donc sinon Kodi permet de mettre un tas d'extensions, moi je vais pas utiliser ni les extensions ni le brancher sur mon NAS pour aller chercher du contenu. Je vais juste vous faire deux petites démos très rapides avec cette clé USB, qui est ma SanDisk sur laquelle j'ai mis deux petits films. Donc la clé est dans le lecteur, on voit ici qu'elle est immédiatement reconnue, et puis je vais vous montrer ce que je voulais vous faire comme démo. Première démo, c'est un contenu qui est Full HD, pour vous montrer que c'est parfaitement fluide. Alors évidemment je vais mettre que le début à chaque fois parce que je veux pas avoir des problèmes de copyright et compagnie, mais ce que je peux vous dire c'est que qualitativement l'image est tout à fait correcte, propre, voilà, il n'y a pas de souci particulier en Full HD, mais en Full HD en même temps, même un Raspberry Pi 3 le ferait, alors qu'ici on est sur un Raspberry Pi 4, donc bon c'est pas non plus surprenant que ça fonctionne bien. Donc ici, le 1080, ça marche. On va maintenant passer sur de l'Ultra HD. Voilà, je vous mets maintenant ici le contenu Ultra HD. Alors sur le contenu Ultra HD, moi je vous le dis, je vois quelques légères saccades. Alors ici, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a un petit peu, et c'est un petit peu gênant. Voilà, tout ça pour dire qu'on peut lire effectivement du contenu Ultra HD sur cette petite platine, mais sur certains films Ultra HD, alors peut-être parce que j'ai du bitrate qui est trop important ou des choses comme ça, c'est des films quand même qui pèsent entre 40 et 50 gigas, voire plus. J'ai noté quelques petits ralentissements, alors c'est pas dû au stockage puisque je suis quand même sur une clé ultra rapide, surtout en lecture, elle est vraiment très rapide en écriture, mais en plus en lecture là c'est même pas le souci. Elle est branchée en USB 3, donc c'est pas le souci non plus, donc ça vient forcément de la lecture du Raspberry Pi, et là on est vraiment au mieux de ce que peut faire le Raspberry Pi, puisqu'on est quand même sous Kodi, avec voilà tout ce qui va bien pour que ça puisse être joué. Et j'ai trouvé quand même que sur des contenus Ultra HD, j'ai quelques lags, et puis j'ai pas vu d'activation de HDR et compagnie. Maintenant, comme je vous le dis, je ne sais pas si effectivement le HDR fonctionne. Donc l'expérience sous Raspbian, puisque j'en ai parlé, j'ai essayé encore un petit peu, je me suis renseigné sur les forums, effectivement, il n'y a pas de moyen d'avoir un Chrome qui fait tourner du YouTube alors déjà Full HD fluide c'est déjà compliqué, mais alors de l'Ultra HD ou du 1440p c'est même pas la peine. Donc il faut voir ça comme en gros un petit ordinateur Centrino et encore moins puissant sur certaines tâches. Donc on n'est pas encore au remplacement d'un PC de bureau avec ce Raspberry Pi 4, je vous le dis très franchement, hein. Ça marche bien si vous voulez écrire un petit peu de texte, des choses comme ça, si vous voulez surfer sur des sites légers, mais dès que les sites deviennent lourds, et dès que la tâche que vous confiez à votre Raspberry Pi est un peu trop importante, c'est vraiment compliqué en fait, hein, le Raspberry Pi, malgré cette version-ci à 2 Go, et un peu à la ramasse, que ce soit, donc je pense que la 1, la 2 ou la 4 Go aura du mal à être une expérience ordinateur vraiment convaincante. À mon sens en tout cas, c'est pas encore le Pi 4B qui va permettre de faire ça, donc il faudra peut-être attendre le Pi 4B+, en espérant qu'il soit plus au point. Au passage, dans les règles des configurations d'apparence, j'ai trouvé ici les possibilités de régler un peu la densité d'affichage comme on peut trouver sous Windows 10. Donc vous voyez, je viens de cliquer, et puis tous les menus sont beaucoup plus gros. C'est ce que je vous disais, c'était le menu que je cherchais quand j'avais fait le début de cette vidéo, qui permet d'avoir quelque chose de plus exploitable, parce que sur un écran Ultra HD, en fait, sinon l'interface par défaut de Raspbian n'est pas utilisable. Voilà, sinon ça marche très très bien. On va pas se mentir, c'est pas extraordinaire en termes de réactivité ou d'utilisation, mais si vous voulez surfer sur internet, etc., c'est largement suffisant, vous devriez en être content. Par contre, si vous voulez regarder des vidéos YouTube, c'est du 720p, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien de toute façon en description du forum en tout cas sur lequel j'ai posé la question. Faut partir sur des
des mêmes disques et des choses comme ça, cacher le tout chrome en mémoire et compagnie pour espérer avoir un petit peu mieux en performance, et encore, j'arrive pas à avoir une expérience de visualisation de vidéo YouTube 1080p satisfaisante. Donc c'est un petit peu léger ce Raspberry Pi 4 sur ces domaines-là, et moi ça me déçoit un petit peu parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà, donc au final, qu'est-ce que je peux vous dire du Raspberry Pi 4 et de ce kit de chez Labiste? Alors déjà, les kits en général, j'ai pas tendance à vous les conseiller, mais pour ce type de produit, donc Raspberry Pi 4, je peux vous le conseiller parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous allez repartir à tout racheter. Le boîtier que vous avez ne sera pas compatible, l'alimentation que vous avez ne sera pas compatible, vous aurez peut-être pas le câble vidéo HDMI compatible, vous serez obligé d'avoir ici les petits dissipateurs parce que de toute façon vous ne vous en sortirez pas si vous achetez juste le Raspberry Pi 4. Donc, à mon sens, acheter un kit pour un Raspberry Pi 4, c'est vraiment pas idiot. Parce que de toute façon, il y a un tas d'accessoires dont vous aurez besoin et que vous n'avez pas. Autant où sur le Raspberry Pi 3, etc., moi je vous aurais juste dit, racheter l'alimentation, comme par exemple si vous passez du Pi 3B au Pi 3B+, des choses comme ça. Pour un Pi 4, c'est vraiment différent, étant donné que tout a changé. C'est pas idiot d'acheter le kit directement. Le seul point sur lequel le kit fait des concessions, et encore, c'est la carte SD. Vous avez une carte SD qualitative, certes, mais pas le mieux que vous pourriez trouver. Donc là-dessus, vous pourriez, si vous achetiez vous-même les accessoires, je pense que le boîtier en lui-même il est bien, c'est le plus bas de gamme qu'on trouve, mais il est bien. Le câble HDMI est sympa, même si je vous conseille plutôt un adaptateur micro HDMI vers HDMI. L'alimentation a l'air tout à fait fiable. Maintenant, je l'ai pas laissé tourner comme je peux faire tourner mes alimentations 24h/24 pour voir si effectivement elle est si fiable que ça. Pour tout le reste, c'est suffisant et c'est tout à fait correct. Maintenant, il faut bien se rendre compte aussi qu'on est sur un kit qui coûte dans les 100 €, alors on monte même au-delà des 120 € quand on passe sur les kits à 4 Go, que je vous conseille pas. Pour 100 € quand même, ça commence à faire cher le petit PC. Alors c'est pas si cher que ça, mais bon, vous pouvez trouver une petite tablette d'occasion, quelque chose comme ça, qui sera peut-être des fois même plus performant que ce Raspberry Pi 4. Donc je pense que ce Raspberry Pi 4, il faut en avoir l'utilité, et pour le moment, les utilités de ce Raspberry Pi 4, je n'en vois pas des masses. Si je prends par exemple le rétro gaming, des choses comme ça, alors il n'y a pas que Recalbox dans la vie, mais si je parle de Recalbox, actuellement Recalbox n'est pas compatible avec le Raspberry Pi 4. Si je parle de JDOM pour utiliser un Raspberry Pi 4, il faut quand même passer sur les toutes dernières versions de Debian, et donc du coup on n'a pas la compatibilité avec forcément tous les plugins qui existent sous JDOM, donc ça peut poser problème. Si je prends Home Assistant, très bien, il est compatible avec ce type de produit, donc vous pourriez l'utiliser. Maintenant, moi ce qui me pose problème, c'est que actuellement vous avez donc la carte SD en termes de stockage. Si vous voulez vraiment un stockage qui est fonctionnel et pertinent, je vous conseille de partir sur ce type de clé USB ou un disque dur externe. Ça c'est une clé USB avec des chipsets mémoire qui viennent d'un SSD, donc qui est ultra fiable en termes de lecture et d'écriture, donc vous pouvez utiliser 24h/24, qui ne posera aucun souci de fiabilité et de performance, que vous pouvez mettre en plus maintenant sur les ports USB 3, donc vous avez vraiment un couple qui va très bien. Donc ça c'est un produit que je peux vous conseiller pour mettre sur le Raspberry Pi 4B. Le problème, c'est que la fondation Raspberry a oublié, tout simplement, au moment de la sortie de ce produit, de le rendre compatible avec ses stockages externes. Donc actuellement, contrairement à la petite vidéo tuto que j'avais fait sur le Raspberry Pi 3, il n'y a pas de moyen d'activer le support de USB, donc le boot sur USB, pour stocker des OS. Alors il y a toujours des contournements, mais qui sont compliqués, donc si je devais vous en faire un tuto, je pense que ça ne s'adresse pas à tout le monde, et c'est un petit peu décevant sur ce point-là. Et plus de 6 mois après la sortie du Raspberry Pi 4B, il n'y a toujours pas la possibilité de le faire, donc c'est vraiment épatant, je trouve. C'est ma conclusion, en tout cas, je pense que la fondation Raspberry, elle a confondu vitesse et précipitation. Ils ont voulu faire un produit qui va beaucoup plus vite que le précédent, qui propose plein de fonctionnalités plus modernes, etc. Mais ils se sont ratés sur beaucoup de points. Ils se sont ratés sur l'alimentation, ils se sont ratés, comme je vous le dis, sur le stockage externe, ils se sont ratés sur ce processeur qui chauffe beaucoup trop par rapport à la solution de refroidissement par défaut qui est fournie avec le Raspberry, donc de base. Et c'est dommage parce que ce Raspberry, il a quand même beaucoup de points positifs, en particulier ce port gigabit plein débit, ce support de l'USB 3, etc. Mais quitte à faire un kit, parce qu'au final, quand vous réfléchissez au global, ben vous avez besoin d'acheter tous ces produits-là, donc en forme de kit, vous êtes quand même sur une enveloppe de 100 à 120 € le total, et on peut franchement se poser la question s'il n'y a pas mieux sur le marché. Il y a le Pi 3B+, qui pour moi suffira largement à tous vos usages,
Si vous n'avez pas d'utilisation intensive du Raspberry Pi 4, ça suffira. Donc n'investissez pas sur un Raspberry Pi 4 si c'est pour faire une petite solution de domotique, etc. Le Pi 3B+, est très fiable, coûte moins cher, est plus facile à intégrer en termes d'équipements qui vont autour. Alors il y aura des limitations, mais pour moi il est plus adapté pour le moment, parce que nativement il supporte tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Ce qui aurait été, à mon sens, super intéressant sur ce Raspberry Pi 4, et qui aurait pu vraiment le distinguer par rapport aux générations précédentes, c'est d'intégrer par exemple de la mémoire eMMC, donc comme peut avoir les petits Odroid ou les petites cartes de chez Asus, qui aurait permis d'avoir une mémoire interne de qualité, quitte à mettre qu'une petite puce, je sais pas, de 8 ou de 16 Go si vraiment ça coûtait trop cher, mais en tout cas d'avoir de quoi mettre un OS sur une puce mémoire haute fiabilité intégrée directement sur la carte, et là on aurait eu vraiment quelque chose de novateur et d'intéressant. Pour moi, le vrai intérêt de ce Pi 4B, c'est l'annonce d'un Pi 4B+. J'espère que le Pi 4B+, va corriger tous les petits soucis qui sont remontés sur le Pi 4B, mais je ne comprends pas que le Pi 4B soit sorti en l'état, soit commercialisé en l'état, qu'il n'y ait pas eu éventuellement des propositions d'échange pour les personnes qui sont pas satisfaits de la manière dont il charge en USB, des choses comme ça, et pourquoi ça met autant de temps pour avoir le support de l'USB externe, etc. C'est très décevant tout ça. Même si le produit en lui-même, je vous le dis, si vous l'achetez, vous n'en serez pas complètement déçu, il suffira à beaucoup de vos besoins, mais moi j'ai pas pu l'utiliser comme platine multimédia, ça ne fait pas tourner tous mes films de manière fluide, surtout les films en Ultra HD. Or, c'est comme l'intérêt de ce produit-là, c'est la double sortie Ultra HD. Alors ça marche très bien sur un bureau, ici, comme je suis là, mais si c'est pour pas pouvoir regarder des films parce que c'est pas fluide, c'est dommage. C'est pas un produit non plus qui est suffisamment puissant pour être un ordinateur du quotidien, malgré ce que dit la fondation Raspberry. Moi je suis pas vraiment d'accord, ça suffit, ça dépanne, mais quand même c'est quand même super lent, et puis surtout on est limité par la vitesse de la carte SD. On peut toujours mettre une carte SD de meilleure qualité, ça c'est certain, mais tant qu'il n'y a pas des vraies manières d'avoir du stockage externe facile, en tout cas à faire, on sera quand même limité par les capacités du Raspberry Pi 4. Donc au final, je peux pas vous déconseiller ce kit, je ne peux pas vous déconseiller le Raspberry Pi 4, mais soyez bien informés peut-être par mes vidéos et regardez-en d'autres, que ce Raspberry Pi 4 a quand même pas mal de limitations, et donc que vous serez peut-être amené à regretter cet achat-là. Donc renseignez-vous bien avant, demandez-vous précisément de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez faire tourner dessus. Peut-être qu'un Raspberry Pi 3B, Pi 3B+, suffirait largement à votre usage, dans ce cas là partez là-dessus, ça vous simplifiera la vie. Et si vous avez vraiment besoin du gain de performance, vous voyez que ce gain de performance-là n'est pas présent partout. Donc n'hésitez pas à demander sur les forums, LibreElec, Kodi, Raspbian et compagnie, et vous renseigner si vous voulez en savoir plus. Vous aurez des gens qui l'utilisent peut-être plus intensivement que moi j'ai pu le faire en 2-3 semaines, et qui pourront avoir des retours, mais en tout cas, moi, de l'état en tout cas que je peux observer du Raspberry Pi aujourd'hui, donc fin novembre 2019, c'est pas satisfaisant et il manque pas mal de choses. Ce Raspberry là, pour autant, il va pas être perdu. Moi, je vais le recycler pour faire tourner dessus, je pense, Home Assistant, parce que je voudrais expérimenter Home Assistant, donc ça va être le produit sur lequel tournera Home Assistant, et ça sera très bien pour cet usage. Voilà, j'espère que ma vidéo sur le Raspberry Pi 4 vous aura intéressé, et puis de toute façon, on se retrouvera pour parler du Raspberry Pi 4 et de ses usages dans de futures vidéos. Merci, et à bientôt!